à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte et vous éclaire sur les sujets qui vous concernent au quotidien, bien évidemment. Alors nous vous proposons dans ce nouveau numéro de parler bilan patrimonial. Le terme est assez transparent, mais nos invités ici présents vont nous expliquer de quoi il retourne exactement et nous donner quelques conseils, bien évidemment, pour gérer au mieux ces biens, peu importe que l'on en ait un peu, beaucoup ou passionnément, je dirais. Bonjour Benoît Renaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'UNOFI, l'Union notariale financière, société qui fait du conseil en gestion de patrimoine privé et professionnel. Par ailleurs, vous avez été notaire aussi pendant 25 ans, ce qui fait que ce mois-ci, nous avons 2 notaires sur le plateau, puisqu'en face de vous, nous avons Pierre-Frédéric Failly. Bonjour. Bonjour. Notaire, vous, à Vertou, en Loire-Atlantique. Alors, je vais vous poser une question assez simple. Pour commencer, ça consiste en quoi un bilan patrimonial, Pierre-Frédéric ? Un bilan patrimonial, c'est le fait de faire à un moment donné un point sur la situation d'une personne ou d'un couple. Qu'est-ce qui se passe, où on en est, quel est vraiment notre patrimoine. Parfois, les gens ne savent pas tellement ce qu'ils ont en valeur. Ils ont une idée, mais pas forcément très précise. Donc, c'est le moment de faire un point sur leurs biens mobiliers, immobiliers, leur situation. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait un décès de l'un, de l'autre, des deux? Et puis, qui hérite si je décède? Le conjoint, les enfants. C'est un point à une date donnée. Et alors, à quoi ça sert de faire un bilan patrimonial, Benoît Renaud ? Eh bien, ça sert pour prendre le bon chemin. Puisque, comme l'a dit Pierre, on fait des scénarios un peu catastrophes. Que se passe-t-il en cas de décès, en cas d'accident? Mais on peut aussi faire des scénarios positifs en se disant, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais prendre ma retraite, ou j'ai envie d'acheter un bien immobilier dans 4-5 ans, j'ai besoin de me créer un capital. Et donc, on va essayer de trouver le bon chemin en fonction des attentes, en fonction des désirs, puis en fonction des possibilités de chacun. Justement, je voudrais vous donner un chiffre. Il provient d'une étude INSEE de janvier 2023. C'est assez récent. Un ménage sur 2 en France détient moins de 177 200 €, pour être précis, de patrimoine brut. Est-ce que déjà c'est un chiffre qui vous surprend ? Non, pas vraiment. Je ne peux pas dire que ce soit surprenant parce que le patrimoine moyen des Français est composé en majeure partie d'une résidence principale. Donc les jeunes couples, ils ont un petit appartement, puis quelques économies, quand ils ont pu accéder à la propriété. Et puis les couples avec des enfants, ils ont un pavillon. Donc non, ça me semble tout à fait logique, oui, comme chiffre. Et pour vous, Pierre-Frédéric ? C'est une moyenne. Donc effectivement, il y a aussi des patrimoines plus élevés et plus faibles. Mais effectivement, un patrimoine moyen, et puis aussi des problématiques géographiques. Parce qu'effectivement, à Paris ou en pleine campagne, voilà, ce n'est pas les mêmes budgets, c'est sûr. Alors la question, c'est peut-être de savoir, est-ce que ce bilan patrimonial, qui sonne un peu de manière peut-être un peu pompeuse, est-ce qu'il est réservé aux gens qui ont les moyens? Est-ce que si on a 177 200 € de patrimoine, ça sert à quelque chose de faire un bilan? Le notaire, il est là pour répondre aux soucis juridiques. Donc ça n'est pas une question de patrimoine, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de problématique juridique. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, si vous avez des neveux et que vous voulez savoir ce qui se passe, peu importe la somme que vous allez transmettre, ce sera important de le connaître pour chiffrer la conséquence fiscale. Mais au départ, l'accès au droit, l'accès au notaire, ce n'est pas une question de patrimoine, c'est une question de situation juridique. Et justement, Pierre-Frédéric, dans vos études, c'est quoi le profil des clients peut-être qui vous sollicitent sur cette question ou que vous invitez à faire un bilan patrimonial? C'est très varié. Vous avez évidemment des gens qui prennent rendez-vous pour un bilan parce qu'ils ont entendu, ils ont eu une expérience, ils ont entendu parler d'un projet ou de situations qui les ont interrogés sur cette question du patrimoine et de qu'est-ce qui se passe demain. Et donc, il y a un peu tout type de personnes, voilà. Et puis également des gens célibataires, des gens en couple, des gens mariés, des gens pacsés. Alors on leur propose lors d'autres rendez-vous, dans des ventes immobilières par exemple, qui sont un premier souvent contact avec un jeune couple, et puis d'autres qui viennent, qui prennent rendez-vous parce qu'ils sont, voilà, ils s'inquiètent sur demain. Oui, parce que j'allais vous dire justement à quelle occasion vous leur proposez, mais souvent c'est vrai qu'on pousse la porte d'un notaire quand on va acheter un bien immobilier. C'est bien souvent peut-être cette occasion qui déclenche les gens ont quand même en tête quelques dates qui leur disent tiens, il faut quand même que je réfléchisse à ce qui se passe demain.
j'ai en tête 70 ans, qu'est-ce qui se passe avec 70 ans? Donc souvent, ils viennent avant cette date-là. Alors, en fait, il y a l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, comme le dit Pierre, c'est l'âge. C'est un événement qui peut être personnel. On va se marier, on va créer son entreprise, on a envie d'acheter un fonds de commerce, on va se mettre en couple, en Pacs, et on a des questions quand même. Et puis, il y a les événements extérieurs. On vient d'hériter, où papa et maman sont très malades et on s'inquiète un peu. Et donc, les deux viennent se conjuguer pour venir voir le notaire. Ce qui est très important, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour venir, mais c'est mieux de venir avant pour faire un premier bilan prospectif et essayer de ne pas se tromper. Est-ce qu'il y a des cas de figure quand même qui sont où c'est plus opportun que d'autres de faire un bilan patrimonial? Peut-être en fonction de la structure de sa famille déjà, on a beaucoup parlé de famille. Alors, oui, il y a des situations où il y a des questions fiscales qui impactent un intérêt avec des économies à faire. Mais le bilan patrimonial, c'est vraiment une situation à un moment donné. Et ce bilan va permettre de dire s'il faut faire des choses ou pas. Mais dans un certain nombre de cas, on va dire peut-être 40% des cas, il n'y a rien à faire. Parce que les gens sont mariés, les choses ont été faites comme il fallait, et ils sont protégés. Et ils repartent contents parce qu'ils ont pu voir qu'à la date donnée, tout va bien. C'est ça qui est important, je crois qu'il faut le dire, le législateur a bien travaillé. La loi est bien faite. Et 80% des cas sont des cas simples, prévus par la loi, dans lesquels nous allons indiquer en tant que notaire ce qu'il se passe, sachant que le client pourra, s'il le souhaite, prendre des chemins un tout petit peu plus escarpés pour améliorer les choses, transmettre d'avance, anticiper par des donations, faire des investissements défiscalisés, bref, faire quelque chose qui est encore mieux, mais la loi a prévu un socle rassurant, protecteur pour les personnes qui sont dans les cas classiques. J'allais dire cas classique, donc souvent on dit le notariat quand on est marié, avec peut-être un contrat, mais oui, c'est pas le cas de pas tout toujours. le monde. Et puis vous avez les familles recomposées, vous avez des enfants qui sont issus de plusieurs unions, et donc le père qui a envie d'adopter l'enfant qu'il a élevé, mais qui n'est pas biologiquement son enfant. Vous avez aussi des gens qui sont mariés, mais qui ont eu, avant de se marier, des épisodes économiques difficiles, peut-être une faillite, des difficultés dans l'exploitation rurale ou commerciale, et donc ils veulent mettre à l'abri le patrimoine de leur nouveau conjoint pour être sûr qu'ils ne viennent pas payer le passé, le poids du passé. Donc il y a un certain nombre de cas qui sont des cas tout à fait normaux, auxquels les notaires ont l'habitude de répondre, et ça permet, grâce à ce bilan, d'anticiper. Vous parliez d'âge tout à l'heure, on a évoqué 70 ans. Alors je voudrais vous donner quelques autres chiffres. On dit que 60 ans, c'est un peu l'âge d'or du patrimoine. En fait, ça dépend du cycle, bien sûr, de la vie. Mais quand on a moins de 30 ans, le patrimoine moyen, c'est 43 000 euros. Quand on en a 40, c'est 250 000 euros. Quand on en a 60, c'est 350 000 euros. Est-ce à dire que, voilà, finalement, avant 60 ans, alors j'ai bien noté que vous m'aviez parlé plusieurs fois déjà d'anticipation, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut attendre un petit peu quand même pour mettre des choses en place? Souvent, les clients disent, on vient voir qu'on sait qu'à 70 ans, il y a quelque chose. Mais c'est déjà un petit peu tard, parfois. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper bien avant 70 ans, parce que s'il y a des choses à faire, il faut les anticiper. Et si vous voulez vendre un bien, par exemple, pour faire des placements, vous ne pouvez pas le faire à 70 ans, moins une semaine, 15 jours ou 3 jours. Vous voyez, donc il faut effectivement plutôt anticiper. Et rien n'empêche de faire un bilan patrimonial à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et quitte à le faire tous les 5 ans pour vérifier que les lois fiscales n'ont pas changé. Que, comme la visite médicale. Comme la visite médicale. Il y a une grande différence. Regardez la visite médicale. Quand vous avez 30 ans, votre généraliste, il ne passe pas trop longtemps à vous regarder. Quand vous en avez 60, il vérifie beaucoup plus de choses. Et donc, croyez-moi, je suis passé par un peu tous les âges, et donc je peux vous dire qu'il y a un moment où ça prend un peu plus de temps. Alors, pour revenir à vos gradations patrimoniales, c'est aussi logique. Lorsqu'on est en phase de création de richesse, eh bien, on peut avoir besoin de conseils des notaires et les conseils indépendants de l'UNOFI. Il ne faut pas oublier que nous sommes à côté des notaires totalement indépendants. Nous ne sommes pas là pour vendre une structure commerciale comme d'autres établissements bancaires ou autres. On est totalement dans le notariat et ce qui compte, c'est le client.
on va lui proposer de créer un patrimoine avec des investissements. Le but n'est pas la transmission. Quand vous avez 60 ou 70 ans, souvent c'est un but défensif. Vous mettez de l'argent de côté pour le cas où en matière de prévoyance, il y en aurait besoin, pour améliorer un peu votre retraite, en vous disant ce qui restera sera transmis aux enfants. Quand vous avez 30 ans, le but, ce n'est pas de transmettre aux enfants tout de suite, c'est d'abord de se créer un capital pour pouvoir acquérir soit une maison, soit un autre investissement. Donc la stratégie n'est pas la même. Oui, donc ce qui veut bien dire que finalement, il faut placer un objectif finalement quand on vient faire ce bilan patrimonial. Le notaire est là et nous sommes là pour demander à la personne quels sont ses objectifs et surtout quelle est son appétence au risque. Quand vous avez 30 ans, vous êtes prêt à prendre quelques risques. Parce que finalement, vous n'avez pas grand-chose à perdre et qu'en plus, c'est dans votre tempérament. Quand vous avez passé déjà la moitié de votre vie à créer un capital par votre travail, votre sueur et ce qui reste après les impôts, vous n'avez pas trop envie de le perdre. Donc, votre appétence au risque diminue un peu. Oui, pour compléter. Dans les conseils qu'on peut donner sur la question du bilan patrimonial, il y a cet aspect de notre protection à nous, en tant que couple, ou qu'est-ce qui se passe si on décède, et puis aussi l'aspect fiscal. Combien ça va coûter quand on va décéder. J'allais vous demander si ce n'était pas un peu la motivation finalement principale. Elle existe, mais dans nos rendez-vous, l'objectif premier, c'est effectivement de définir avec le client son objectif. Qu'est-ce qu'il souhaite pour demain ? Est-ce qu'ils souhaitent avoir des capitaux? Est-ce qu'ils souhaitent finalement cette grande maison où ils ont habité avec leurs enfants, elle va être trop grande et ils vont devoir la vendre? Est-ce qu'ils veulent plutôt y rester le plus longtemps possible? Est-ce qu'ils veulent la vendre pour acheter un petit appartement dans le centre? Et puis à ce moment-là, avec le solde du prix de vente, peut-être faire des placements ou des donations à leurs enfants, puisque peut-être qu'à ce moment-là, leur idée, c'est d'aider leurs enfants qui sont en train d'acheter quelque chose et qui ont besoin d'un capital, ou est-ce que c'est plutôt de le garder en réserve et que ça revienne à leur décès à leurs enfants? Donc c'est bien de définir exactement quel est leur objectif. Ce qui fait que le conseil va être différent d'une famille à une autre, parce que chacun a son propre objectif. Vous pouvez avoir des enfants qui sont plus à l'aise que d'autres, certains enfants qui sont des handicapés, qui auront du mal à avoir un vécu social aussi important que leurs frères et sœurs. Et l'idée, la plupart du temps, des parents, c'est de protéger cet enfant handicapé et de ne pas forcément qu'il soit à la charge de ses frères et sœurs. Ce qui compte, c'est que ce soit de l'amour fraternel, mais pas une charge. Et donc, on peut organiser aussi dans ce genre de transmission des transmissions différenciées. Vous transmettez un usufruit, c'est-à-dire un droit de jouissance, à l'enfant qui n'aura pas de revenus, mais qui n'aura pas de descendance et qui sera protégé par ses frères, lesquels, ou sœurs, lesquels auront la nue propriété. Donc, il y a toujours des solutions du sur-mesure. Et le propre du notaire, ça je le dis parce que c'est plus facile pour moi de le dire que pour Pierre qui va avoir l'impression de faire un peu la promotion de sa profession. Le propre du notaire, c'est de faire du sur-mesure, mais du sur-mesure vraiment intégral. Parce que chaque patrimoine, chaque personne est unique. J'ai un autre chiffre pour vous, toujours tiré de cette étude INSEE de janvier 2023. 62% du patrimoine des ménages, c'est de l'immobilier. Est-ce que ce chiffre, de la même manière, il vous surprend? Est-ce que ça, c'est un peu conforme à ce que vous voyez? Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le patrimoine immobilier a pris des valeurs importantes dans le patrimoine des Français. Il y a eu une explosion de l'immobilier dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ça soit une part importante. Et puis, il y a aussi un objectif quand même de chacun. D'avoir son toit et d'être propriétaire, ce qui est rassurant. En période de crise, vous avez une maison, même si la valeur de la maison diminue, vous avez toujours 3 chambres. On ne va pas vous enlever une chambre. Donc c'est quand même rassurant pour le client d'avoir sa maison ou son appartement. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je crois que le chiffre, c'est que les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale ont presque 9 fois plus de patrimoine que les gens qui sont en location. Donc c'est parce que justement, il y a ce patrimoine immobilier qui représente... Alors attention, le patrimoine immobilier, à 90%, les gens n'ont pas hérité. Ils l'ont construit et ils ont fait ce qu'on appelle un effort. C'est un effort d'épargne par l'endettement. Encore faut-il pouvoir rembourser, avoir accès au crédit, et Dieu sait que ce n'est pas si simple en ce moment. Oui. Mais c'est important parce que c'est aussi une stratégie, l'endettement. L'endettement, la prise d'un crédit sur 20 ans ou 25 ans pour se constituer une épargne à travers les murs qu'on occupe, c'est une manière de prévoir à sa retraite, lorsqu'on aura moins de revenus, eh bien, une indépendance pour son logement, ne pas être obligé de payer toujours un loyer et d'avoir toujours des besoins. Donc ça, c'est important. La seconde chose, dans le chiffre que vous indiquiez, c'est que depuis 1970, en fait, le patrimoine des Français en matière immobilière
il a décru. Parce qu'avant, on avait souvent des placements qui étaient aussi immobiliers. On possédait sa résidence principale et on possédait des terrains, des bois, éventuellement des meubles ou appartements. Aujourd'hui, les gens qui ont un petit peu de patrimoine, ils ont leur résidence principale et ils ont des PEA, des comptes titres, des PER, des placements financiers. Des placements financiers qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Et c'est là où l'apport d'un spécialiste est important. C'est là où l'apport d'un expert est important. Et justement, le fait que finalement ce soit un patrimoine immobilier qui soit en majorité quand même détenu par les Français, est-ce que ça influe sur les choses qu'on peut mettre en œuvre pour faire fructifier ce patrimoine ? Comme le disait Benoît, le fait d'emprunter, c'est un moyen de s'enrichir et de mettre tous les mois un petit peu de côté. Quand on peut emprunter et rembourser un emprunt, plutôt que de payer un loyer, on s'est constitué un capital. Le jour où on veut vendre ce capital parce qu'il est devenu trop grand, ça permet d'envisager l'avenir, de faire soit des placements, soit de racheter quelque chose. Donc c'est aussi cet investissement immobilier qu'on a constitué pendant quelques années, un moyen de préparer le futur. Oui, parce que ce bien immobilier, c'est aussi une potentielle garantie. Vous pouvez le donner en garantie. Lorsque vous avez fini de payer votre maison, vous allez faire un autre emprunt, si vous le souhaitez, si vous avez commencé assez tôt. Vous le donnez en garantie. C'est un bien réel, c'est une vraie garantie. Donc on va vous prêter non pas sur votre bonne mine, mais sur la qualité de votre maison. Alors la seule chose, et c'est l'autre revers de la médaille, c'est qu'un bien immobilier, ça ne se divise pas, ça ne se partage pas, sauf à faire des montages, comme les notaires savent faire. Il faut prendre un professionnel de l'immobilier. Quand on fait des donations, avec des restrictions, par exemple, sur la donation pour dire « je donne, mais je me réserve l'usage », pour continuer à habiter dedans, mais plus tard, les murs, ce sera pour mes enfants ou autres. Donc, le bien immobilier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à partager qu'un compte titre ou qu'un plan épargne logement. Donc là, effectivement, peut-être quid de cette transmission de ces biens. C'est là où il faut avoir l'expertise et la qualité du notaire. Concrètement, quand on fait ce bilan patrimonial, une fois qu'il est fait, alors vous disiez, parfois c'est juste pour se rassurer, de se dire qu'il n'y a rien de spécial à faire. Bien sûr. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on... Alors là, c'est la rubrique un petit peu conseil, mais finalement, ça peut déboucher sur quoi ce bilan patrimonial Alors, ça peut déboucher sur déjà des réponses sur les questions de sécurité du couple et puis d'économie de droits de succession, de réduction du coût fiscal, effectivement, parce que c'est souvent un point qui inquiète les parents. On est là aussi pour dire que ce n'est pas le seul objectif d'un bilan patrimonial. Il faut un équilibre, en fait, dans cette analyse pour à la fois garantir les parents, aider aussi les enfants, réduire si on peut un peu l'impact fiscal. Donc c'est cet équilibre-là qui est à trouver pour chaque famille. Avec, Oui, et c'est des nouveaux actes, par exemple. Vous vous êtes marié à 20 ans, amoureux et sans patrimoine, en disant on n'a pas besoin de contrat de mariage et vous aurez un contrat légal. 10 ans plus tard, vous êtes toujours amoureux, mais vous envisagez de créer votre propre entreprise ou de vous installer. Eh bien, le fait de faire un contrat de mariage, de modifier votre contrat pour mettre à l'abri les biens de votre conjoint qui, lui, est salarié et qui ne va pas prendre les mêmes risques que vous, c'est aussi une preuve d'amour, parce que c'est une manière de dire « Ok, moi, je prends mes risques, mais je ne veux pas t'entraîner avec moi dans une potentielle galère. Voilà comment nous allons faire. » Donc, il peut y avoir des actes juridiques simples, changement de régime matrimoniaux, mais on peut aussi prévoir des donations entre époux, des testaments, des choses pour anticiper, comme le disait Pierre, l'accident, l'aléa, et que ça se passe le moins mal possible. Messieurs, on va poursuivre cette discussion, mais tout d'abord, on va accueillir Vincent Lemay pour la chronique actu de ce mois de décembre. Bonjour Vincent. Bonjour Ali. Alors, on commence par évoquer une prolongation, celle du prêt à taux zéro. Oui, alors la première actu, on parle du prêt à taux zéro qui devait être supprimé en fin d'année 2023 et qui finalement va être prolongé jusqu'en 2027, fin 2027. Alors avec cette prolongation, le gouvernement souhaite favoriser l'accès à la propriété et faire face à la crise immobilière qu'on connaît en ce moment. Donc en 2024, le PTZ, le prêt à taux zéro, va passer de 100 000 euros contre 80 000 euros actuellement. Il va également s'étendre aux classes moyennes qui vont gagner entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Et on va rendre éligible 209 000 villes supplémentaires. Ça représente à peu près 6 millions de personnes en plus.
On parle d'une autre prolongation, celle de l'éco-prêt à taux zéro. Oui, vous avez le prêt à taux zéro, puis vous avez également l'éco-prêt à taux zéro qui devait s'arrêter en fin d'année, qui va être également prolongé jusqu'en 2027. Alors ce dispositif, c'est un dispositif d'aide à la rénovation énergétique qui va permettre d'emprunter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans et consacré exclusivement à des travaux d'isolation et de remplacement de systèmes de chauffage. Comme nous sommes en fin d'année, on va parler aussi de ce qui va se poursuivre en 2024, cette fois, comme le dispositif MaPrimeRénov'. Alors nous avons effectivement ce site dont on parle souvent sur ce plateau qui s'appelle MaPrimeRénov'. Je vous rappelle juste le lien, c'est france-rénov.gouv.fr. Et donc ce dispositif sera reconduit en 2024 avec quelques améliorations. L'enveloppe totale consacrée va passer de 1,6 milliard à 5 milliards d'euros sur l'année. Et donc on va se concentrer sur la rénovation d'ampleur, sur ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Donc les trois principaux aspects sont les plafonds de dépenses qui vont passer à 70 000 €, c'était 35 000 € cette année, et la subvention pourra atteindre jusqu'à 98% du montant des travaux. Deuxième item, ce sont les aides en faveur de l'installation de pompes à chaleur RO et la géothermie, qui vont passer de 1 000 à 2 000 € pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires. Et enfin, on va consacrer cette offre également aux installations de pompes à chaleur RR qui sont réversibles, qui vont notamment permettre de pouvoir rafraîchir et lutter contre les bouilloires thermiques lors des épisodes de canicule qu'on connaît depuis quelques années désormais. Et pour terminer, on en avait beaucoup entendu parler, ça avait même fait quelques polémiques. Les tickets restaurants pour les courses alimentaires, ils vont être prolongés finalement. Oui, alors, souvenez-vous Aurélie, en raison de l'inflation, le gouvernement avait mis en place courant d'été 2022 un dispositif d'urgence qui permettait aux consommateurs d'utiliser leur ticket restaurant pour faire leurs courses alimentaires. Et bien désormais, ce dispositif va être prolongé en 2024 pour toute l'année. Merci beaucoup Vincent. Merci, pour Aurélie. ces actus. Vous allez rester avec nous pour les questions téléspectateurs, parce que j'en ai posé beaucoup, mais nos téléspectateurs en ont beaucoup pour vous, messieurs. On a parlé donc de bilan patrimonial pendant cette émission. Alors combien est-ce que ça coûte un bilan patrimonial? C'est notre première question, et Benoît, c'est vous. C'est la question principale et c'est normal. Alors normalement, ça ne coûte rien. Normalement, c'est un service que le notaire, lorsqu'il connaît son client, qu'il le voit depuis des années, va lui faire parce que c'est un service dans la continuité de sa mission auprès de son client. Bien évidemment, si ce bilan patrimonial nécessite des recherches, nécessite une investigation lourde, parce que entre-temps, le patrimoine du client a grossi avec des biens défiscalisables ou des analyses financières plus lourdes, le notaire va indiquer à son client préalablement que ça peut nécessiter un honoraire dû à la qualité du travail qui va être investi au temps, mais la majeure partie du temps, les bilans patrimoniaux, comme on l'a dit, ne nécessiteront pas un investissement financier important. J'ai réalisé un bilan patrimonial en 2014. Quand dois-je le remettre à jour, Pierre-Frédéric? On a parlé un peu de visite médicale. Oui, 2014, oui, on peut retourner chez son notaire pour refaire un petit point. En fait, ça pourrait être tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Ce serait une date raisonnable donc, pour faire ce bilan patrimonial. Ça permet de suivre aussi l'évolution de manière peut-être un peu plus fine. Juste un tout petit point sur le montant des frais d'un bilan patrimonial. Quand on signe un acte, si finalement le bilan aboutit à une donation-partage, par exemple, eh bien, les frais d'acte qui seront versés à ce moment-là rémunèrent à la fois l'acte qui a été préparé et tous les actes préparatoires et tous les conseils ou questions qu'il pourrait y avoir ensuite. Merci pour cette précision. Alors, quel est le meilleur placement pour réduire mon impôt? Alors c'est un peu vague peut-être comme question, mais on peut peut-être entendre par là une notion de défiscalisation. Benoît Renaud. Alors la défiscalisation successorale, c'est l'assurance vie. La défiscalisation sur le revenu, c'est chaque année la foire. L'État vous propose le produit miracle. Et dites-vous bien une chose, c'est que chaque fois qu'on vous propose quelque chose, celui qui en dispose n'est pas forcément celui qui a le plus gros gain. Parce que quand on vous le propose, c'est qu'il y a un avantage pour celui qui vous le propose. Maintenant, il existe des produits de défiscalisation sur moyen long terme, comme les plans d'épargne retraite. J'allais vous demander, est-ce que ça c'est un bon investissement par exemple? Oui, c'est un bon investissement. Maintenant, celui qui, le 15 décembre, se dit « mince, qu'est-ce que j'ai fait pour défiscaliser ?» qui va acheter ou investir un truc pour essayer de limiter un peu son impôt, il sera content sur le moment, mais à moyen long terme, je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait. Le plan épargne retraite, c'est différent. C'est un produit bloqué, juste avec des modalités, mais qui permet une réduction de la base fiscale. Et là, c'est tout à fait intéressant. Puis-je faire un bilan patrimonial
patrimonial moi-même ou ai-je besoin d'un professionnel? Peut-être pour vous, Vincent Lemay, cette question. J'ai déjà envie de dire qu'il y a autant de bilans patrimonial que de questions ou que de clients. C'est-à-dire que vous venez pour quoi? Vous venez pour une question civile, de protection, d'optimisation fiscale, de transmission sur 2 générations. Donc en fait, le conseil qu'on va donner, ça va être adapté à chaque client et on va faire du sur-mesure. C'est le but d'ailleurs du notaire. Et le travail qu'on fait au quotidien a une transversalité entre le droit des sociétés, le droit civil, les régimes matrimoniaux, le PACS, les familles recomposées. Donc c'est très large et on va essayer d'appréhender tout ça pour vous donner la meilleure solution, qui n'est d'ailleurs pas forcément celle que vous souhaitez entendre au début, mais on va susciter les interrogations. Merci à tous les trois. On va s'arrêter là puisqu'on arrive au terme du temps qui nous était imparti pour parler de cette question du bilan patrimonial. En tout cas, on l'a compris, il faut le faire régulièrement et puis voilà, prendre conseil parce qu'une situation n'en vaut pas une autre. Donc merci à vous pour toutes ces explications. On se retrouve très bientôt sur le plateau d'Avec vous au quotidien pour de nouvelles questions à décrypter.